Il faut rappeler à tout le monde, partout sur cette terre, qu'il y a 300 000 ans, au moment de l'émergence sous la main du Tout-Puissant, créateur de tous les êtres, du maître du cosmos et de l'infini, l'émergence de l'homme en Afrique et notamment de l'Homo sapiens, l'homme tel que nous le connaissons actuellement, tout le continent africain était peuplé de Noirs. C'est important que vous sachiez que les autochtones de l'Afrique, ce sont les Noirs. Tout le continent africain était peuplé de Noirs. Si on remonte à 300 000 ans, à 100 000 ans, on remonte même à 50 000 ans, l'écrasante majorité de la population de l'Afrique, du sud au nord, est composée de Noirs. C'est un fait qui est établi par la paléontologie, c'est un fait qui est établi par l'anthropobiologie, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences sur les fossiles, sur les restes humains, et on a utilisé toutes les méthodes de datation actuellement connues par la science, et il a été établi que le continent africain tout entier a d'abord été essentiellement, exclusivement peuplé de Noirs. L'actuelle population algérienne, dans sa composition, est une population qui provient des migrations des populations arabes du Moyen-Orient, de populations leucodermes blanches d'Europe, lesquelles se sont progressivement mélangées avec des populations noires. Je vous parle là de l'histoire ancienne. On parle là sur une perspective de 300 000 ans. L'Afrique est noire et l'Algérie, la partie nord de l'Afrique d'ailleurs, dont l'Algérie est une partie, va commencer à se métisser. Et la population qui va composer l'Algérie, mettons, quand on arrive vers les 15e, 16e, 17e siècles, est une population qui est composée de 3 sources. La source arabe, donc venue du Moyen-Orient, la source occidentale, donc venue d'Europe, et la source africaine. Voilà les 3 sources de la population algérienne actuelle. Voilà pourquoi à la frontière de l'Algérie et de la Mauritanie, de l'Algérie et du Mali, de l'Algérie et du Niger, on trouve des populations qui sont authentiquement la synthèse du croisement de ces 3 grands ensembles de peuples. C'est ce qu'on appelle les Berbères. Ces Berbères qui sont dans un cousinage profond avec justement ce qu'on appelle les Touaregs. Les Touaregs que l'on retrouve des 2 côtés de la frontière algéro-malienne, des 2 côtés de la frontière algéro-mauritanienne, malio-mauritanienne, les Berbères, les Touaregs, ce qu'on appelle encore les Tamasheks, que l'on retrouve des 2 côtés de la frontière, par exemple, nigéro-algérienne. Cette population-là est considérée comme, en quelque sorte, la population métissée qui a constitué la base de l'Algérie actuelle. La population berbère est un croisement d'arabes, de blancs et de noirs. Voilà sa composition. Dans l'histoire ancienne, l'espace qui compose aujourd'hui l'Algérie, eh bien, n'a pas connu de forme d'organisation politique aussi importante que celle qu'on a aujourd'hui avant le 19e siècle. Pendant les périodes précédentes, l'Algérie était tantôt sous l'influence, eh bien, des empires arabes du Moyen-Orient, des empires ottomans, de l'empire romain qui colonisa, comme on le sait, une bonne partie de l'Afrique du Nord. Eh bien, l'Algérie telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette nation, va progressivement se synthétiser à la fois par l'acte colonial français et par la détermination de son mouvement de libération le plus important qui, tout au long du XXe siècle, va combattre. Ce mouvement s'appelle le Front de libération nationale d'Algérie, le FLN. C'est important que vous le sachiez. Quant au Mali, la République du Mali, il est constitué d'un territoire issu des grands empires du passé d'Afrique noire, notamment d'Afrique noire de l'Ouest, à savoir les empires Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Dans sa taille réelle, le grand empire du Mali, eh bien, des 13e, 14e, 15e siècles, englobait la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest actuelle, y compris la Mauritanie et une bonne partie du sud de l'Algérie actuelle, faisait partie de l'empire malien. Le grand Mali, le Mali impérial, celui du Moyen-Âge, il allait pratiquement du centre nord du Sahel jusqu'au
confins de l'océan Atlantique. L'Empire du Mali était doté d'une foultitude de ports sur l'océan Atlantique, ce qui a d'ailleurs permis l'organisation, dans les années du XIVe siècle, de l'une des plus grandes expéditions d'exploration du monde par l'empereur malien Sakura, qui, on le sait, a atteint les Amériques parce qu'il voulait maîtriser la carte du monde afin de continuer à assurer l'influence de cet empire. Donc, du point de vue de l'histoire ancienne, il y a donc un enchevêtrement entre les populations de l'Algérie, notamment de l'Algérie du Sud actuelle, et les populations du Mali du Nord actuel. Ce sont les mêmes populations, avec des mêmes traditions, avec les mêmes influences, avec la même gastronomie. Ce sont des populations qui ont connu le même processus d'islamisation, de manière pratiquement concomitante. Il y a donc, d'un point de vue civilisationnel, une continuité culturelle entre le nord du Mali et le sud de l'Algérie. Et celle-ci est le résultat de l'histoire. Pourquoi j'insiste dans cette première partie sur ces remarques générales? Pour que vous vous rendiez compte que ce sont des peuples qui non seulement vivent ensemble depuis très longtemps, mais qui sont condamnés à vivre ensemble pour très longtemps. Tant que l'Afrique existera, tant qu'existeront les communautés, eh bien, Tamashek, les communautés noires du Mali et d'Algérie, ces peuples seront obligés de se parler, ils seront obligés d'échanger des marchandises, ils seront obligés d'échanger, pour ainsi dire, des hommes et des femmes par le mariage, ils seront obligés d'échanger des idées et ils seront obligés de partager des intérêts communs. Par exemple, face à des agressions communément vécues. Voilà quelques rappels pour le premier moment. Maintenant, je passe au second moment de cette conférence, l'expérience tragique commune de la violente colonisation française. Il y a eu entre les peuples d'Afrique du Nord et les peuples africains des expériences tragiques communes. La première expérience tragique commune a été celle de la traite orientale, qu'on appelle encore la traite arabo-musulmane. Cette traite a consisté à prélever des individus sur le continent africain et les envoyer en esclavage jusqu'aux confins du Moyen-Orient. La voie sahélienne, la voie saharienne du commerce était également pendant très longtemps une voie de la traite négrière. Ça, c'est la première couche de douleur qu'il y a entre les peuples d'Afrique noire et ceux d'Afrique du Nord. Il n'y a jamais eu, jusqu'ici, une véritable volonté politique d'en parler, de réparer et de mettre fin à la continuité, à la prolongation de ces liens nés de la traite négrière moyen-orientale, qu'on appelle encore la traite arabo-musulmane, et qu'un très brillant chercheur sénégalais, M. Ndiaye, a appelé le génocide voilé. Entre les Africains d'Afrique subsaharienne et les Maghrébins, c'est-à-dire les habitants de l'Afrique du Nord, qui, je le rappelle, eux-mêmes ne se définissent pas comme des Africains. D'autant plus que le mot Afrique a l'une de ses racines dans la langue arabe. Ifriqiya signifie pays des Noirs. Je vous rappelle que même dans la langue arabe, le mot Afrique s'applique aux Noirs. Car Ifriqiya, dans la langue arabe, qui est la racine du mot Afrique en arabe, signifie le pays des Noirs. Ce qui vous permet de comprendre le discours d'un certain ministre des Sports du Maroc. Dans la représentation que les populations actuellement d'Afrique du Nord ont d'elles-mêmes, elles reconnaissent qu'elles sont des populations du continent africain, mais elles-mêmes disent qu'elles ne sont pas des populations africaines. Attention, on peut être sur le continent africain, ça ne veut pas dire qu'on soit africain. Et c'est une nuance conceptuelle que tout le monde doit assumer. Il ne suffit pas d'être sur le continent africain, comme le sont les Blancs d'Afrique du Sud, pour être africains. Il ne suffit pas d'être sur le continent européen, comme le sont par exemple les Noirs d'Europe, pour être européens. On peut être Noir d'Europe sans être européen. Européen s'entend de l'origine, c'est-à-dire des racines dans la race blanche. Africain s'entend de l'origine, c'est-à-dire des racines dans la race noire. Oui, ce sont des vérités qu'on doit se dire. Et pour ma part, je ne suis pas surpris qu'en discutant avec mes frères en humanité du Maroc, de Tunisie, d'Algérie ou d'Égypte, ils parlent de l'Afrique en pointant l'Afrique noire.
Et eux-mêmes se représentent comme des habitants de l'Afrique, au sens du continent, mais des Arabes, c'est-à-dire des originaires du Moyen-Orient. Voilà la vérité. Et il n'y a là rien de scandaleux, car cela correspond parfaitement à l'histoire et à la géographie de ce territoire. Si on veut améliorer les relations entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, il va falloir poser sur la table toute l'histoire douloureuse de la traite négrière arabo-musulmane. Il va falloir en discuter sans passion, en discuter pour aller vers une fraternité autour de la vérité, de la justice et de la solidarité. Car tant qu'on n'en discutera pas, la maltraitance des Noirs en Afrique du Nord, y compris des Noirs qui sont de nationalité, eh bien, tunisienne, marocaine, algérienne et égyptienne, des Noirs qui sont d'ailleurs tout aussi bien maltraités au Moyen-Orient alors qu'ils sont de nationalité qatari, saoudienne, koweïtienne, cela va continuer. Tant qu'il n'y a pas eu les états généraux, eh bien, de la traite négrière moyen-orientale, qu'on appelle encore la traite négrière arabo-musulmane, les comportements discriminatoires envers les Noirs, que ceux-ci soient originaires d'Afrique subsaharienne ou que ce soit des Noirs citoyens, autochtones d'ailleurs et très anciens d'Afrique du Nord, ça va continuer. Ça, c'est la première source de souffrance entre l'Afrique noire et l'Afrique dite blanche. Le non-dit, le tabou, la plaie purulente et cachée de la traite négrière arabo-musulmane. Certains ont décidé, au nom d'une paix mal comprise, de ne pas en parler. Certains considèrent que c'est un sujet qui fâche. Il ne faut rien en dire. Ah non, non, professeur, ne touchez pas à ça. Si vous touchez à ça, vraiment, vous allez énerver beaucoup de gens. Or, c'est ça qui est énervant. Et c'est ça la source de la tragédie entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. C'est qu'on n'a pas discuté de ça. Autant, l'Afrique est en train de réussir à imposer à l'Occident le débat sur la traite négrière atlantique, celle qui s'est déroulée dans l'océan Atlantique, qu'on a appelé le commerce triangulaire, autant l'Afrique doit imposer au Moyen-Orient le débat sur la traite négrière Moyen-Orient. Et c'est à cette condition qu'un équilibre, une relation de vérité, de justice, une relation méritocratique véritable va apparaître entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche dite du Nord, et même eh bien, les habitants de l'Afrique du Sud qui aujourd'hui instrumentalisent les Noirs sud-africains contre les Noirs d'Afrique subsaharienne. Tous ces problèmes doivent être posés sur la table pour que l'Afrique, eh bien, libérée, souveraine, entre dans l'ère du monde multipolaire, soulagée de ses blessures, assumant son passé et s'élançant courageusement vers l'avenir. Je suis toujours dans la deuxième partie de cette conférence. Je vous parle de l'expérience tragique commune. Mais il y a un autre aspect de l'expérience tragique commune. C'est lorsque les Occidentaux ont décidé de soumettre les Noirs et les Arabes au joug, non pas simplement de la traite négrière occidentale, mais plus tard au joug de la colonisation. Dans le cas de l'Algérie et du Mali, un foyer de conscience commune va émerger lorsque ces deux territoires vont tomber sous la coupe du violent colonialisme français. La colonisation française en Algérie est l'une des plus grandes abominations qu'une puissance ait jamais commis contre une civilisation. Il y a un excellent cinéaste, documentariste, chercheur français, appelé René Vauthier, qui a publié un film sur les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes contre l'humanité perpétrés par la France en Algérie. Ce film a été interdit pendant plus de 100 ans en France. Jusqu'aujourd'hui, ce film est pourchassé, réprimé, traqué sur les réseaux sociaux par les renseignements généraux français. Parce que René Vauthier a eu le courage d'exhiber la barbarie de la France en Algérie. Des villages entiers brûlés, des hommes enfermés dans des grottes et gazés par l'armée française, des femmes éventrées, violées à foison, des enfants crucifiés. Vauthier exhibe dans ce film extraordinaire les déclarations des officiers et des dirigeants français dans la période qui va de 1830 jusque pratiquement dans les années 60-70. Des propos d'une méchanceté inégalée sur la terre des hommes. Des pratiques inimaginables contre les êtres humains ont été perpétrées par l'armée française en Algérie. Ce qui explique la plaie béante qu'il y a entre l'Algérie et la France. Quelle que soit la convivialité des relations algéro-françaises, tant que les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes culturels, les crimes contre l'humanité de la France en Algérie n'auront pas été jugés et condamnés, il n'y aura pas la paix entre ces deux pays. Or, cette barbarie vécue par l'Algérie
Mais le Mali l'a vécu et toute l'Afrique noire est passée par là. Sous le colonialisme français, portugais, sous le colonialisme britannique, sous le colonialisme espagnol, l'Afrique a connu une traversée de l'enfer. Du partage de l'Afrique sans les Africains. En 1884-1885, à Berlin, jusqu'aux premières décisions de décolonisation et d'indépendance des années 50, 60, l'Afrique a été mise à feu et à sang par les Occidentaux. Ce qui s'est passé dans cette période particulière est très important. Pourquoi? Parce que à cette occasion-là, la plaie et la blessure qui existait entre les peuples, eh bien, d'Afrique noire et les peuples d'Afrique du Nord, cette plaie se referma pour donner une place à une conscience de lutte commune, à une volonté de combat des uns et des autres contre le colonialisme.